La pause sémio, le podcast inspiré. Le temps d'une pause, je vous raconte mes recherches de sémiologue sur le corps, la mode et la beauté. De la méthode, de la curiosité et surtout l'envie de partager avec vous un autre regard sur le sens des textes, des images et des récits d'aujourd'hui. Épisode 10. Être ou ne pas être sémiologue. Je suis ravi de vous retrouver avec de nouveaux épisodes de la Pause Sémio, le podcast inspiré qui me permet de vous raconter mes recherches de sémiologue en toute liberté et parfois au gré de l'actualité. Moi, c'est Anthony Maté, docteur en sémiologie, qualifié en sciences du langage et en sciences de l'information et de la communication. Au-delà du pédigré académique, sachez que je me définis avant tout comme un électron libre, un sémiologue de terrain, à la fois consultant indépendant et chercheur, un aventurier du sens et des signes, et c'est ce plaisir de l'aventure des signes que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai mené une petite enquête sur ces personnages mystérieux que sont les sémiologues et sémioticiens en entreprise. J'ai ainsi consacré un travail de recherche à la sémiologie en entreprise, et c'est un sujet sur lequel j'ai donné des conférences. Que font les sémiologues? Qui sont-ils? Quand les appeler? Que leur demander? Qu'attendre d'eux? J'ai mené cette recherche à la demande de deux chercheurs en sémiotique, Andrea Catellani et Martine Versel. Un article a été publié dans la revue Communication et Organisation de l'Université de Bordeaux, dans un numéro spécial intitulé « Les applications de la sémiotique à la communication des organisations ». Alors, ça vous dit? Si je reviens aujourd'hui sur cette recherche, c'est bien évidemment parce qu'il s'est passé quelque chose récemment. Dans le cadre d'un échange professionnel, j'ai entendu des remarques édifiantes sur ce qu'est la sémio, sur ce que font les sémiologues. Je dis édifiantes parce que fausse et contradictoire avec les fondamentaux de la discipline. Ce n'est pas la première fois que ça est arrivé, et mon épisode se veut un temps de réponse et de partage. Comment peut-on parler de la sémiologie sans savoir ce que c'est? C'est cocasse, pour parler avec Ahmed Silla, c'est cocasse. Et pourtant, c'est assez commun. Et c'est là que ma petite enquête sémiologique démarre et peut faire sens. Être ou ne pas être sémiologue, telle est la question que je me suis posée. Vous le savez sans doute déjà, la sémiologie n'est pas la discipline la plus connue du grand public. Et il ne faut guère se formaliser en réalité des malentendus qui peuvent exister ou des éventuelles remarques édifiantes. Je me souviens d'ailleurs d'une conversation avec une dirigeante d'une grande marque de cosmétiques, friande d'études sémio, qui ne savait pas qu'il y avait une théorie du langage derrière, un projet à vocation scientifique, comme disait Crémas. Elle en fut très heureuse, d'ailleurs. Jusque-là, elle pensait que c'était la combinaison gagnante d'une grande culture et d'une grande sensibilité. Oui, c'est vrai, le sémiologue est un animal sensible, mais sa sensibilité est cadrée par la méthode. La méthode est au cœur de la sémio. Moi d'ailleurs, j'ai une devise, simple et efficace. Méthode et panache. Voilà qui résume tout. Cet épisode est structuré en 3 temps qui visent à répondre à 3 questions distinctes. La sémio de terrain, qu'est-ce comment ça se passe? La sémiologie en entreprise. Deuxième question, à quoi servent les sémiologues? J'ai une petite idée de la réponse que je partagerai avec vous, mais j'ai préféré poser la question à mes interlocuteurs, en agence, en entreprise. J'ai ainsi interrogé les marques de mode et de beauté avec lesquelles je collabore et qui collaborent avec d'autres sémios. Troisième question, quelles applications, quelle demande sociale? Personnellement, je suis un sémiologue du corps. Et je partagerai avec vous quelques exemples cocasses qui n'ont de cesse de me faire réfléchir sur ce que cela signifie d'être ou de ne pas être un sémiologue. Première partie, expertise. La sémiologie de terrain oscille entre expertise professionnelle et recherche ouverte. Cette idée appelle quelques précisions, car le terme expert ou expertise ne sont pas forcément clairs. Et tenir expertise et recherche ensemble dans une même pratique est loin d'être systématique dans les faits. D'emblée, une précision personnelle s'impose. Pour moi, comme pour de nombreux sémiologues et sémioticiens formés à l'université, le terrain, c'est l'occasion d'un dialogue, d'une rencontre et d'expérimentation qui ne serait pas possible autrement. Ce ne sont pas les professionnels qui défendent ce point de vue, mais bien des théoriciens depuis les débuts de la sémiologie. Je pense notamment à Crémas, fondateur de l'école de Paris, dans le sillage de Saussure ou de Yemslev. Il disait « L'important, c'est de faire de la sémiotique là où elle se fait. Il est temps maintenant de penser au dialogue, à réunir les conditions d'un dialogue convenable. Car le dialogue en soi n'a pas de vertu miraculeuse, le fait de se parler ne signifie pas encore se dire. » C'est joli. Depuis longtemps,
Ma conviction est que l'empirie, le terrain, l'entreprise constituent la vocation réelle de la théorie sémiologique, sa condition d'existence scientifique et sociale. Par l'épreuve du terrain, par la confrontation avec un terrain, la connaissance avance et affronte sans cesse de nouveaux problèmes de sens, comme celui de comprendre le sens et la valeur des apparences corporelles, des pratiques de mode dans notre société, à partir de l'étude de corpus et de documents. Sans oublier l'observation des pratiques réelles, ce que les gens font. Oui, il faut construire des modèles, penser la mode, penser le corps, penser la beauté. Mais toute la magie de la sémiologie se révèle en réalité lors de l'analyse des données de l'expérience et des corpus. Quand je suis confronté à une question bien réelle, concrète, circonscrite, qui m'embarque dans un parcours d'analyse que je ne pouvais pas prévoir initialement, là, je me sens sémiologue pleinement. La sémiotique de terrain, ça reste un héritage à rejouer. Si je suis l'élève du professeur Jacques Fontanille de l'université de Limoges, il faut savoir que je ne serais pas sémiologue si je n'avais pas lu Jean-Marie Floch, chercheur, enseignant, mais surtout consultant, expert en entreprise, passionné d'architecture, de design, d'art et d'esthétique. Jean-Marie Floch a eu une carrière fascinante. C'était un homme de terrain, et son terrain de prédilection, c'était l'entreprise, voire même la marque. Aujourd'hui encore, Jean-Marie Floch est une référence majeure pour tous les acteurs du champ sémiologique. Tant son héritage théorique et ses apports pratiques sont une ressource vivante pour tous ceux qui s'intéressent au phénomène du sens et à l'analyse des objets du quotidien et des pratiques communicationnelles. La manière dont on arrive en sémio est un moment fondateur dont la portée est considérable. Agissant comme un révélateur, le premier auteur lu reste un référent à partir duquel, contre lequel, le sémiologue en devenir se construit, réagit, compare, bifurque et avance. Mon intérêt pour la sémio, et en l'occurrence pour l'école de Paris, a une source bien identifiée, une date précise, la lecture de sémiotique, marketing et communication, et surtout, la lecture de son livre Identité visuelle. Ces ouvrages parus aux presses universitaires de France reprennent différentes recherches appliquées menées en entreprise, datées parfois, mais tellement inspirants. Si des personnes comme Roland Barthes, ou son élève Georges Pininou, qui œuvrait chez Publicis, ou encore Martine Joly, qui était la grande spécialiste de la sémiologie du cinéma, ou Anne Hubersfeld, la spécialiste de la sémiologie du théâtre. Si tous ces auteurs constituent une mise en bouche savoureuse pour passer au plan de l'analyse, ils guident nos pas, j'en reviens toujours à Jean-Marie Floch, qui va plus loin en réalité dans l'application. Tout d'abord, parce qu'il se donne un terrain circonscrit, réel. Ensuite, parce qu'il affronte des problèmes concrets de ses interlocuteurs. On dit souvent de la sémiologie de terrain que c'est une sémiologie ou une sémiotique du concret. Moi, je vous invite à lire le magnifique texte de Jean-Marie Floch sur le total look de Chanel dans Identité visuelle, au PUF. Par le terrain et par les questions, c'est ainsi qu'on assure l'applicabilité et l'opérationnalité des recherches sémio en allant là où la demande sociale nous porte. Moi, depuis près de 20 ans, je fais de même, à ma manière bien évidemment. Car l'affiliation avec Jean-Marie Floch situe de fait mon parcours dans la perspective d'une anthropologie de nos modes d'expérience du sens et du signe. Et toute l'originalité de cette approche, c'est de considérer l'entreprise à la fois comme un terrain anthropologique et comme un objet d'étude. Avancer sur les pas de Jean-Marie Floch signifie surtout le lire entre les lignes. C'est en effet entre les lignes, c'est-à-dire dans le jeu des références, des auteurs cités, et à partir des implicites, que le renouveau peut avoir lieu, et qu'une continuité, sans risque de figement ni contresens, peut être assumée. D'ailleurs, ces réflexions, j'ai pu les partager avec plusieurs sémiologues de terrain avec qui j'ai collaboré. Je pense à Pascal Becler, l'élève de Pininou qui était l'élève de Barthes, et je pense à Jean-Maxence Granier, avec qui je n'ai jamais cessé de collaborer. Je dis sémiologie de terrain, mais de quoi je parle? Petite précision professionnelle à présent. Concrètement, la sémio de terrain renvoie à des pratiques professionnelles d'études et de conseils bien identifiées, que l'on appelle les études sémio dans le jargon professionnel, et qui ont fait l'objet d'analyses et de recherches, comme par exemple une étude de Gilles Lugrin. De plus, une autre recherche a été menée. Il y a 30 ans, Éric Fouquier, professionnel, a dressé un bilan qui a de quoi attirer l'attention. Moins de 100 personnes pratiquaient la sémio alors en entreprise,
des autodidactes, des professionnels salariés ayant reçu une formation et des freelances, parmi lesquels des universitaires spécialistes de sémiologie, mais œuvrant aussi en entreprise. Les choses se répartissent toujours à peu près de la même manière. Quelques entreprises spécialisées existent, il y a bien des acteurs identifiés, des universitaires et des professionnels qui ne sont pas sémiologues mais font des études sémio. La pratique professionnelle se répartissait alors entre des sociétés d'études spécialisées qui proposaient des études sémio à part entière et des sociétés non spécialisées qui couplaient études sémio et approches qualitatives dans une même démarche. Les grands instituts d'études aujourd'hui font toujours de même. Il y a un point qui m'intéresse dans cette recherche. Le distinguo proposé par Éric Fouquier entre sociétés spécialisées et sociétés non spécialisées est redoublé en réalité par deux rapports distincts à la sémiologie. Et je précise. Dans le premier cas, la sémio consiste, je cite, en une manière singulière de voir et de comprendre la communication qui conduit à observer des phénomènes distincts du sens commun. Alors que dans le second, la sémiotique est un simple outil au service du sens commun. Dès lors que l'on observe les applications sémiotiques professionnelles, il est essentiel de distinguer les études sémio réalisées par des non-spécialistes des études réalisées par des sémiologues. À proprement parler, le non-spécialiste réalise une étude sémio en appliquant un outil standard et pour ainsi dire figé par l'habitus professionnel. L'outil fait l'étude. C'est le cas de la majorité des études sémio réalisées en entreprise aujourd'hui. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a pas concurrence entre cette pratique normée et standardisée et les études sémio réalisées par un sémiologue ou un spécialiste universitaire. Car les deux pratiques vivent en parallèle et répondent à des besoins de compréhension distincts. Le non-spécialiste ne participe pas à la sémiologie de terrain en réalité, même si sa pratique s'inscrit dans le champ de la sémiotique commerciale et répond à des attentes récurrentes des entreprises et des marques. Pour le sémiologue que je suis, l'outil n'est évidemment qu'un moyen possible, car l'étude sémio est avant tout un parcours balisé par des étapes, des questions, des corpus, un parcours qui articule différents niveaux de questionnement concernant tantôt les conditions de production du sens, tantôt les conditions de son interprétation. À chaque question, un nouveau corpus est constitué, et une question conduit bien souvent à formuler une réponse qui appelle une autre question. Ça n'en finit jamais, et c'est ça qui fait sens. Quand un sémiologue œuvre en entreprise, il faut comprendre qu'il change de statut. Il devient expert. Changement de terme pour signifier changement de statut. De la même façon que les spécialistes convoqués au tribunal sont nommés experts lors d'un procès. Le sémiologue expert doit intégrer les contraintes internes de son commanditaire pour assurer l'efficace de son analyse. Il est une cheville ouvrière, un passeur, un médiateur. Dans mon cas de figure, l'expertise de terrain que j'ai pu développer est de 3 ordres. Tout d'abord, elle est liée à la connaissance d'un domaine de la vie sociale qui s'appelle la mode, la beauté, le paraître. Je suis spécialiste du corps, individuel et collectif. Deuxième point, l'expertise du terrain est liée à la connaissance d'objets très spécifiques que sont les supports de communication, le branding, et qui me permet de collaborer avec un cadre partagé. Troisième point, cette expertise de terrain est liée à la connaissance des métiers des études, de l'audit et du consulting, qui ont leurs propres exigences et leurs propres contraintes sur la forme donnée à l'analyse. Sur la base de ces réflexions, 3 figures du sémiologue se dégagent. Il y a le non-spécialiste, qui n'est donc pas un sémiologue mais fait des études sémio. Il y a le spécialiste universitaire, qui est un chercheur et qui peut intervenir. Et il y a le sémiologue expert, spécialiste à l'origine et qui connaît son terrain. Nous pouvons ainsi distinguer la sémiotique proprement marchande de la sémiologie de terrain sur des critères touchant au savoir, à l'épistémé. Ce n'est pas le caractère commandité de la demande du problème, du sens, qui fait sens. C'est bien les critères de connaissance et de savoir qui font sens. Sans chercher à être polémique, il conviendrait aussi d'ajouter la figure de l'escroc ou du gourou, puisque certains se croient autorisés en entreprise à se présenter comme sémiologues dès lors qu'il ou elle emploie les termes de signes, de codes, de discours, de connotations. Mais il y a un savoir derrière la sémiologie, des connaissances, des définitions. Et ça leur fait vite défaut. J'observe tout de même un point positif. Face à la mode actuelle des décryptages, des décodages et autres révélations, j'entends aussi une attente d'intelligence, de méthode et de sérieux
qui offre aux sémiologues la promesse de nouvelles rencontres et de nouvelles expérimentations, pour peu que l'on sache être au rendez-vous. Et vous allez le voir, quand on pose la question d'entreprise, il y a un appétit réel pour la compréhension du sens des signes et des récits de notre époque. Deuxième partie, expérience. Qu'attendre d'un sémiologue ? Comment les sémiologues sont-elles perçus de leurs commanditaires ? J'ai posé de nombreuses questions à mes interlocuteurs et vous allez voir, c'est très instructif. Mais commençons par un petit jeu, vrai ou faux ? Il y a autant de visions de la sémiologie qu'il y a de sémiologues. Je l'entends cette phrase souvent. C'est faux. Sachez qu'il y a un socle commun de théories et de connaissances fondamentales. Des auteurs historiques comme Saussure, Jemslev, Crémas, Roland Barthes ont participé à construire une théorie de la vie des signes au sein de la vie sociale. Il y a des écoles de pensée, des courants certes, mais il y a un projet commun et des façons de faire qui sont solides. La sémiologie, c'est du jus de cerveau. Je serais tenté dans ce cas de figure de dire pas faux. Mais ce serait oublier cette idée de Roland Barthes que l'aventure sémiologique est une secousse de l'esprit. Oui, la sémiologie produit un travail d'analyse, de réflexion, d'interprétation, qui passe par de l'abstraction et de la hauteur. Mais il ne faut pas oublier que la sémiologie permet aussi d'interroger, d'orienter la réflexion, d'élaborer des scénarios. Comment ? En identifiant des potentialités, des messages secondaires qui pourraient devenir des messages prioritaires. Alors venons-en à la parole des gens, après ce petit jeu. Donnons la parole aux collègues et aux commanditaires des sémiologues en entreprise. Alors vous l'avez compris, incluant l'industrie cosmétique, les instituts d'études et les agences de communication, sans oublier les cabinets de conseil, le terrain sur lequel j'évolue est un contexte spécifique. C'est un tissu d'habitus, d'attentes, pragmatiques ou symboliques. C'est un tissu d'habitus professionnels, d'attentes pragmatiques ou symboliques, de croyances ou de contraintes socio-économiques. J'ai donc réalisé une enquête prospective en interrogeant mes interlocuteurs privilégiés, soit une 50aine de professionnels. L'idée, c'est de savoir comment ils avaient connu la sémiologie, comment ils la définissaient, comment ils l'utilisaient et ce qu'ils attendaient à l'avenir des sémiologues. D'emblée, les agences et les instituts sont plus à même de la définir précisément. Et quel en est l'intérêt ? On me dit, la sémiologie est une bien belle et utile étude des signes avec une approche méthodique et structurée qui autorise une certaine objectivité d'analyse par comparaison, évolution, dynamisme. Nulle surprise de voir les termes, signes, messages, méthodes, objectivité apparaître dans les propos, puisque agences et instituts recourent régulièrement à la sémio et doivent en justifier l'utilité s'ils veulent la vendre à leurs commanditaires. La compréhension des tenants et des aboutissants semble claire dans ce cas de figure. La sémiologie permet de voir l'existant et donc d'imaginer le futur, me dit un directeur de planning stratégique. Pour certains professionnels de l'industrie cosmétique, la connaissance du paradigme théorique semble hésitante, mais il est intéressant de préciser que les interlocuteurs sont en attente d'explications. J'ai découvert la sémio quand je travaillais chez Ipsos. C'était donc dans le cas d'une application professionnelle avec une utilité pratique. J'ai vu la sémio non pas comme une discipline, mais comme un outil de travail, et aujourd'hui j'ai envie de mieux comprendre. On me dit aussi, la question que je me pose, c'est de savoir quand je dois appeler un sémiologue. J'ai besoin de savoir comment je vais vendre ça à mes équipes, sur quel type de problématique. Les usages de la sémiotique en agence comme en entreprise peuvent se résumer en 2 mots. Cohérence et création. Commençons par la cohérence. La cohérence semble le souci des agences comme des industriels, tant la peur de la contradiction ou de l'insignifiance est forte. La sémio permet notamment d'éviter de juger les pubs par leur esthétique seule et de vérifier le sens des images et des mots en cohérence au brief, à l'objectif, me dit une directrice d'innovation. La question du diagnostic en entreprise demeure fondamentale et répond à des besoins précis. L'apport de la sémio, c'est une prise de recul. C'est un point de vue extérieur et plus neutre qui nous permet d'évaluer à toutes les étapes de production nos projets et nos idées. La position neutre du sémiologue est repensée à Barthes et à ses écrits sur la neutralité, sur le neutre. La position neutre du sémiologue est alors un atout pour évaluer la conception ou l'avancée d'un projet. Ce qui m'intéresse avec la sémio, c'est de redonner du sens aux signes.
Il faut réintroduire une dose de créativité au milieu des schémas stéréotypés. Et là, cette belle citation me fait penser à Péninou et à tout son travail quand il a introduit la sémiologie en agence de publicité dans les années 70. Il y a une dimension où elle peut être utilisée. C'est comme source d'inspiration, comme point de départ pour arriver à la genèse des idées. C'est là qu'elle devient le plus intéressant, parce qu'elle est là pour mettre en évidence les rapports de force sous-jacents entre les notions, entre des concepts. Alors il ne faut pas se voiler la face, on entend aussi des reproches concernant l'accessibilité des résultats, le manque de concret. Le risque, me dit-on, c'est parfois d'être un peu trop élevé, un peu trop intello. Être plus simple, c'est bien aussi. Et en l'occurrence, une collègue, sémiologue en entreprise, analyse ainsi le dilemme que rencontrent tous sémiologues de terrain. Le souci, à mon sens, c'est la vulgarisation des résultats pour rendre l'étude compréhensible par tous. Plus on enlève du spécifique pour rendre l'étude abordable, plus on retire en fait le fruit, les pépites qu'il faut retenir et qui se jouent dans les détails, dans les nuances de sens. Il serait bon en effet de rappeler que la valeur de l'analyse sémiologique touche d'abord et avant tout à sa technicité, méthode, et que le talent du sémiologue est d'arriver à concilier cette technicité avec l'exigence de simplicité. Retenons de ces verbatims d'entretien 3 couples de notions. Tout d'abord, l'objectivité et la neutralité, liées à la quête de cohérence. Ensuite, la co-construction et l'attente d'accompagnement. Et troisièmement, la créativité et l'inspiration enfin. Au regard de la théorie, il me semble que la neutralité, comme posture construite, la technicité et l'accompagnement inspiré et créatif constituent 3 pôles de l'expertise sémiologique de terrain pour parvenir à faciliter le dialogue et à traduire les points de vue de tous en un langage commun. Troisième partie, exploration. Sémiologue de terrain, mais surtout sémiologue du corps, telle est ma spécialité, telle est mon expertise. Ma thèse de doctorat portait sur les apparences corporelles dans notre société, textes et images de mode et de beauté. Et les applications de terrain ne manquent pas. J'ai publié un essai sur la mode ordinaire qui s'intitule « Le corps à sa façon, regard sémiologique sur la mode ordinaire ». Et ce podcast et cet épisode sont des temps de partage de mes recherches académiques. Recherches à la croisée de l'entreprise et de la théorie. Il est peut-être temps de partager quand même quelques exemples à la croisée du terrain de recherche et de l'expertise en entreprise, et qui participent, heureuse coïncidence, à une seule et même réflexion sur le corps et l'aisance vestimentaire des gens. Journalistes, consultants et dirigeants me posent des questions de sens en rapport avec le corps du sujet, le corps de la société, le corps représenté. Alors, quelques exemples de sujets, les chaussettes de footballeurs par exemple, les joggings de luxe, les sneakers de marque de mode, les sous-vêtements, culottes et soutiens-gorge. Tous ces objets ordinaires ou spectaculaires qui circulent dans notre société deviennent des objets de recherche dès lors que l'on se pose une question sur l'incarnation du sens, sur la circulation des valeurs. Le chic laisse la place au cool, et on m'a demandé de questionner le sens de ces éléments, de les analyser en tant que langage et d'apporter une petite secousse de l'esprit. Le magazine L'Équipe m'a demandé il y a quelque temps pourquoi certains joueurs de foot baissent leurs chaussettes ou portent des chaussettes plus courtes. Comme vous le savez, la chaussette haute a une fonction de protection, elle permet de tenir les protèges tibias. Après avoir constitué un corpus avec l'aide du journaliste, j'ai pu poser 2 constats. D'une part, un constat proprement corporel, la morphologie du mollet de certains joueurs pose la question du confort et de l'aisance. Les chaussettes sont-elles confortables quand on a de gros mollets? Et peut-être que par souci de confort, d'aisance ou de mobilité, baisser un peu la chaussette permet d'être moins comprimé. Et il y avait ensuite un deuxième constat. Quand le mollet paraît tout à fait normal ou standard, peut-être que baisser sa chaussette, c'est un moyen d'exprimer une forme de rébellion et de révéler au grand public sa personnalité. Alors, on connaît les signes liés à la coiffure et il y aurait ce signe lié à la chaussette. Et toute l'interview ensuite des joueurs de football, réalisée par le journaliste, montrait qu'il y avait bien un peu des deux.
J'ai pu être ainsi interrogé aussi sur le sens et la valeur et les évocations du jogging quand il entre dans le vestiaire des marques de luxe. Mais j'aimerais vous raconter un tout petit exemple, en guise de conclusion, sur Etam. Vous connaissez, une marque de lingerie. J'ai rencontré la directrice générale d'Etam il y a quelques années, au hasard d'un atelier. Et sa remarque m'a conduit à mener beaucoup de recherches, des investigations, à faire des expérimentations. Alors, comme c'était chouette, autant en parler. Quand je lui ai raconté mes recherches sur les archives de Paco Rabanne et sur la question des vêtements, du porté, de l'incarnation vestimentaire, elle m'a arrêté et elle a attiré l'attention sur l'importance fondamentale des sous-vêtements dans la construction du look. Et elle m'a dit, la culotte est essentielle, vous savez, Anthony. Quand vous portez une mauvaise culotte, vous gâchez pas simplement la robe, vous gâchez la journée. Tout était dit, tout se tient ensemble. Une mauvaise culotte va se voir sur la robe. Et une mauvaise culotte va générer de l'inconfort et va gâcher la journée. Donc l'expérience vestimentaire passe par les sous-vêtements, commence avec les sous-vêtements. À partir de là, j'ai mené une investigation avec l'aide d'Etam. Ils m'ont ouvert leurs archives, ils m'ont ouvert leur studio, ils m'ont communiqué un certain nombre d'éléments de documentation. J'ai pu analyser leur documentation et j'ai aussi été en boutique. Et j'ai réalisé une expérience où j'ai demandé à une amie d'essayer différents sous-vêtements, pardon. Elle a essayé différents sous-vêtements, différents soutiens-gorge, et elle s'est habillée ensuite. Et ensuite, on pouvait voir qu'est-ce qui se passe en termes de modification corporelle et d'émergence d'un look différent à partir des mêmes habits, mais en modifiant les sous-vêtements. Alors, dans la documentation d'Etam, il y a une phrase que je trouvais très intéressante et que je vais partager avec vous. Notre credo, le bon soutien-gorge, la bonne culotte peuvent changer la journée d'une femme et la lingerie est bien plus qu'un sous-vêtement. Enfiler une pièce de lingerie Etam, c'est une manière de booster son estime de soi, une expérience unique, chic, joyeuse et optimiste. Promis, je vous raconte tout très prochainement, mais retenez cette idée toute simple qu'une question, une rencontre, un hasard peuvent déboucher sur un sujet analysé en profondeur. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur le rôle du sémiologue, n'hésitez pas, j'y répondrai. À bientôt!